Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour cette édition des Tech Talk. Et aujourd'hui, nous allons parler cloud, confiance numérique, souveraineté. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Cyril Corr, qui est directeur de la transformation de l'ESN Sigma. Cyril, bonjour déjà. Bonjour et merci de m'accueillir. Vous en prie, avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Cyril, peut-être quelques mots quand même sur le groupe Sigma, oui. Que nos lecteurs connaissent peut-être pas forcément, puisque quoique c'est un groupe qui a déjà quand même un certain nombre d'années derrière lui. Hein. Oui, c'est ça. Alors, Sigma, c'est une ESN familiale qui est 100% française, qui a un peu plus de 50 ans d'existence, qui est passée entreprise à mission en 2024. Donc, qui a écrit dans ses statuts des enjeux de développement responsable importants et qui accompagne des clients, principalement des ETI et des organisations publiques, sur l'ensemble de leur système d'information, donc depuis l'infrastructure jusqu'au développement logiciel, en passant par du service managé, de la cybersécurité, de la data, de l'IA ou de l'intégration de progiciels. Et sur la partie infrastructure, on a une offre assez complète qui va de la colocation au cloud public en passant par du cloud privé et des services de pass aussi, évidemment. Alors justement, ça tombe bien, on est là pour parler de cloud. Cloud de confiance, hyperscaler, cloud privé, cloud public, il y a des notions qui sont déjà quand même naturelles par rapport à nos lecteurs DSI, mais c'est vrai que tous ces enjeux qu'on voit depuis quelques mois sur la souveraineté, le cloud de confiance, c'est peut-être un peu flou. Est-ce qu'on peut avoir votre vision de cette problématique ? Vous qui êtes déjà engagé, encore une fois, sur ces sujets. Alors on peut reprendre les termes un par un, c'est important. On va faire très vite sur le cloud public, c'est le plus connu. Vous l'avez dit, le cloud, c'est de l'infrastructure mutualisée qui est mise à disposition des clients en self-service via un portail ou une API. Les plus connus, c'est les hyperscalers américains, mais on a aussi des clouds publics en France avec OVH, Scaleway, et Sigma propose aussi un cloud public. Le cloud privé, c'est de la mise à disposition d'infrastructures, mais dédiées pour l'usage d'un client, donc sur mesure en fonction de ses besoins, avec pareil des notions de virtualisation avancées. Les notions de souveraineté et de confiance sont un peu plus récentes, et donc là, pour le coup, on a des définitions qui sont un peu moins posées. Nous, chez Sigma, on a choisi de poser ces définitions. Donc la souveraineté, on l'entend comme la capacité de Sigma à respecter le droit français, donc à garantir que les données sont soumises au droit français et uniquement au droit français. Et ça, c'est important. Et donc, ça permet de s'abstoudre des lois extraterritoriales. La confiance, la notion de cloud de confiance va un peu plus loin que la souveraineté. Le cabinet Exagis, l'année dernière, a posé une définition qui est assez complète, que j'aime bien, qui reprend la notion de souveraineté, mais qui embarque aussi la notion de technologie, donc notamment la notion d'état de l'art technologique, la notion de transparence vis-à-vis des prix, du modèle économique, et puis la notion de développement responsable, développement durable, qui est aussi important dans ce modèle de cloud de confiance. Et alors le dernier sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la notion de Secnum Cloud, mais qui est important aussi là-dedans. Et la notion de Secnum Cloud, elle aborde des sujets de sécurité très forts. Donc elle embarque un peu de souveraineté, donc parfois on la mélange avec la notion de souveraineté, mais c'est d'abord un label de cybersécurité, et qui est en plus un label particulier parce qu'il est extrêmement exigeant et qu'en général il embarque des coûts supplémentaires quand on l'applique. Donc il faut être vigilant de le mettre au bon endroit. Il faut savoir si l'enjeu le justifie pour les organisations qui sont, susceptibles d'intéresser par cette problématique de fameux cloud souverain. Exactement. Parce qu'on va en parler. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille, que les organisations françaises et européennes travaillent avec des offreurs, des acteurs américains. Il y a un changement quand même finalement assez brutal. Est-ce qu'on met pas un peu la charrue avant les bœufs ? Quelle est votre perception par rapport à ces sujets ? Encore une fois, pour les organisations qui nous regardent, parce qu'on a affaire à différents types d'organisations, évidemment. Alors, le premier élément, c'est qu'il y a un contexte géopolitique qui fait qu'on ne peut pas être indifférent à ce qui est en train de se passer. Il y a une espèce de réveil un peu collectif autour du sujet, pour deux principales raisons. En tout cas, moi, je retiens deux faits. Déjà, on a le meilleur ambassadeur de la tech européenne, qui est probablement Donald Trump en ce moment, qui, à chaque intervention, nous questionne et nous oblige à réfléchir à la dépendance qu'on a vis-à-vis de ces acteurs-là. Et puis, je reviens sur un événement peut-être qui a été encore plus marquant, je trouve, qui est ce qui s'est passé sur la Cour pénale internationale, où on a vu des juges qui ont eu leur accès coupé à leur boîte mail simplement du jour au lendemain sur demande du président américain. Et donc, jusqu'à présent, on parlait de la souveraineté, on parlait beaucoup des enjeux de données et d'espionnage industriel, de la capacité des États-Unis à pouvoir éventuellement faire de l'espionnage industriel.
industrielle. Et là, on a découvert ce nouveau concept qu'on a baptisé Kill Switch, qui est cette capacité que pourraient avoir les États-Unis à couper les accès à un certain nombre de services du jour au lendemain si la doctrine de l'entreprise n'est pas dans la ligne du parti, entre guillemets. Et donc, je pense qu'il y a eu un réveil un peu collectif. On était dans une certaine torpeur depuis des années, et là, il y a une espèce de réveil collectif qui consiste à dire, finalement, on est dépendant et on est un peu fragile quand même vis-à-vis de tout ça. Et alors en plus, là, on parle de logique, on parlait de kill switch sur un plan je dirais géopolitique, mais ça peut être aussi sur un plan tarifaire, parce qu'on voit des augmentations technologiques. C'est-à-dire on a vu un acteur de la virtualisation, on ne citera pas ici, mais qui a eu des évolutions quand même assez importantes en termes tarifaires. Il y a une dépendance quand même non négligeable aussi sur ces aspects technologiques. Hein. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet. C'est-à-dire que les enjeux géopolitiques, c'est parfois difficile à appréhender dans le cadre d'une entreprise. Surtout, nous, on a des ETI qui travaillent exclusivement sur leur territoire. Bon, l'enjeu géopolitique peut être parfois un peu lointain. Exactement. Mais en fait, quand on regarde ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, on a vu notamment avec l'augmentation des tarifs sur le SaaS, on a pris quand même 12% par an sur les 5 dernières années en moyenne. En fait, on prend conscience que c'est finalement ces acteurs qui viennent capter les ROI de l'ensemble des projets. Donc on fait des projets digitaux pour essayer d'être plus performants et d'amener plus de valeur à notre entreprise. Et en fait, cette valeur, elle semble être captée par des acteurs, en tout cas extraterritoriaux pour la plupart. Parce que je reprends un chiffre du SIGREF qui a été sorti l'année dernière, qui est quand même assez marquant. 80% des dépenses en Europe, 80% des dépenses des logiciels sont faits sur des acteurs américains, ce qui représente 265 milliards. Et donc c'est un phénomène qui est extrêmement important, qui vient assécher les filières locales françaises et européennes, et qui surtout crée une dépendance extrêmement forte, encore une fois, y compris sur des acteurs locaux qui se retrouvent un peu pieds et poings liés avec des acteurs américains. Donc là, on a un vrai phénomène qui est en train de s'accélérer, et je pense qu'il y a une prise de conscience là aussi sur ce phénomène-là qui est en train de se faire. Alors, ça, on a posé le constat, Cyril, évidemment. J'allais dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est, vous, qui justement êtes au service de vos clients, quelle est votre recommandation? Comment vous voyez les choses par rapport à cette problématique? Alors, la première chose, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas tomber dans la radicalité. C'est-à-dire que sur le sujet de la souveraineté, c'est un peu comme sur le sujet de l'écologie. Parfois, on peut tomber sur des radicaux qui vous expliquent que vous avez un microgramme d'Américains dans votre chaîne et vous n'êtes pas souverain. Bon, je pense qu'il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut plutôt s'inscrire dans la durée. Vos systèmes d'information ne sont pas créés en une journée, donc il faut du temps pour les migrer. Donc pas de Big Bang et pas de révolution. Par contre, il faut poser une vraie stratégie et il faut inscrire cette stratégie dans une migration brique par brique. On a souvent tendance à dire chez Sigma à nos clients que tout le système d'information ne nécessite pas l'innovation des 20 000 services que pour proposer un hyperscaler. Il y a des bouts du SI qui sont un peu obsolètes, avec de la dette technologie. Il faut savoir aussi les gérer, parce que c'est souvent ces bouts obsolètes, ils portent beaucoup de valeur pour les SI de nos clients. Et donc, il faut poser une stratégie, le faire brique par brique, et puis dans cette stratégie, et ça c'est aussi un élément important, intégrer le bon sens du double sourcing. Alors ça c'est quelque chose que moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était un état de l'art, on avait du double sourcing. Les rythmes se sont accélérés, les timings, les projets se sont complexifiés. On a un peu perdu ce sens-là et il faut y retrouver. Et puis le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de s'appuyer sur des acteurs locaux. Moi, je trouve que c'est parfois plus facile d'être un acteur important chez un client important chez un acteur local qu'un client un peu insignifiant chez un acteur hyperscaler. Et donc, il faut savoir aussi retrouver un peu ces dialogues avec les acteurs locaux où là aussi, vous pourrez influencer sur les roadmaps et travailler avec eux des trajectoires aussi sur la durée. Et puis, il y a peut-être des acteurs européens aussi qui commencent à proposer aussi des offres alternatives. Là, c'est un peu votre travail aussi de sourcing, d'être au service de vos clients pour proposer ces nouvelles offres complémentaires ou qui viennent se substituer à ce qui est déjà proposé et qui ne sont pas forcément évidentes pour les DSI qui nous regardent. Et c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chez Sigma, c'est de proposer une gamme de services qui permet d'adresser tous ces usages-là. Parce qu'en fait, on a pris conscience, on le sait depuis longtemps, mais en tout cas, on a conscience que les SI de nos clients ne sont pas monolithiques. Ouais. C'est devenu des SI polymorphes avec un bout sur le cloud, un bout en SaaS, un bout on-prem, et vous avez tous ces modèles
modèles-là qui se mélangent. Et donc, chez Sigma, on a construit une gamme avec une capacité à faire de la colocation pour aller héberger des bouts d'AS400 ou des bouts de serveurs un peu obsolètes, mais qui, encore une fois, comme je le disais, portent des bouts du SI importants. Et donc ça, on est capable d'héberger des systèmes. On peut proposer du cloud privé qui permet de pouvoir poser des workflows importants sur des infrastructures dédiées. Et ça, c'est important pour la majorité de nos clients. On a cette capacité à proposer du débord en cloud public by Sigma, donc avec cette capacité à consommer de la ressource à discrétion et à la main du client. Et puis, bien sûr, on sait aussi accompagner nos clients sur les hyperscalers pour avoir vraiment la chaîne complète, sans parler, bien sûr, de la chaîne PaaS où on est capable de les accompagner sur la containerisation. Donc, c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est de la S400 jusqu'à la containerisation, comment on accompagne un client sur toute la complexité de son cycle de vie en fonction des choix et des stratégies qu'il a pu poser. Surtout qu'en plus, je crois que sur la partie cloud privée, vous êtes en partenariat avec Ethics Everywhere, que vous connaissez bien, parce que vous avez eu vos propres data centers, je crois. Oui, alors on a un partenariat étroit qui vous permet de bien maîtriser cette chaîne de valeur exactement. Sur le cloud, sur votre propre cloud, entre guillemets. Exactement, on a développé depuis maintenant plus de 5 ans un partenariat avec Ethics qui est un acteur un peu important, en tout cas de l'écosystème data center en France. Et c'est un partenariat qui n'est pas juste un partenariat client-fournisseur. On a vraiment voulu travailler ensemble, y compris sur des enjeux d'investissement commun. Et l'objectif, c'est qu'on puisse à la fois utiliser l'ensemble de l'écosystème d'hébergement d'Ethics, donc sur l'ensemble du territoire français. Donc, oui, qui nous permet de proposer. Oui, c'est pas que dans toutes les régions, je veux dire. Exactement. Et ça permet de proposer un hébergement à tous nos clients sur le territoire français avec systématiquement un data center à moins de 200 km de son lieu. Donc il y a aussi cette notion de proximité qui est parfois importante pour pas mal de clients. Alors, autre sujet sur la partie cloud, on en parle beaucoup, c'est le PaaS, la containerisation, les bases de données. Comment vous vous situez par rapport à cette problématique c'est un nouvel enjeu quand même, parce que c'est assez récent quand même. Alors c'est un nouvel enjeu et en même temps, c'est là aussi où c'est particulier. On a des clients, on voit bien qu'on a des niveaux de maturité qui sont différents selon les clients. Et donc, moi quand je vois souvent le marketing sur la technologie, je vois qu'on est déjà sur le serverless, on est en train de parler de next step technologique et c'est super. Et évidemment que c'est nécessaire et qu'on a besoin d'acteurs qui tirent la technologie vers le haut. Mais on a aussi beaucoup d'acteurs qui sont coincés un peu avec leur SI, qui fonctionnent très bien, qui répondent parfaitement à leur enjeu, mais qui n'a pas ce niveau de modernité. Et on voit beaucoup chez nos clients, des clients qui sont en train de passer de ce modèle de virtualisation à ce modèle de containerisation, avec un chemin qui est un chemin qu'on pourrait qualifier d'un peu lent, en tout cas, mais qui est à leur rythme, en tout cas, pour essayer de maîtriser cette partie-là. Et donc, on a proposé, nous, une chaîne de PaaS, donc, qu'on a construit sur OpenShift, qui est un acteur open source et qui nous permet de pouvoir proposer un PaaS sur mesure. Et là aussi, soit en autonomie pour le client s'il en a les compétences, s'il en a l'envie, soit accompagné par Sigma si pour le coup c'est encore un peu lointain pour lui. Et donc on est vraiment dans ce trait d'union entre l'existant et puis la modernité, c'est ce qu'on essaye de faire avec chacun de nos clients. Alors, pour conclure, parce que je vois le temps qui passe, vous avez dit tout à l'heure Sigma entreprise à mission. Le CSRD, on a beaucoup parlé, et puis finalement on en parle un petit peu moins parce que l'environnement législatif a sensiblement changé. Donc pour vous, par rapport à cette problématique de numérique responsable, comment vous voyez les choses aujourd'hui en 2026, sachant qu'encore une fois, en tant qu'entreprise à mission, c'est évidemment un sujet qui vous tient à cœur. Alors c'est un sujet qui nous tient à cœur et effectivement la CSRD a freiné un certain nombre de projets, mais je dirais que pour nous ça n'a pas changé grand-chose. Comme je vous l'ai dit, on l'a inscrit dans nos statuts, donc c'est quelque chose de toute façon, c'est plus qu'une conviction, c'est devenu maintenant un terrain d'action quotidien des équipes sur le sujet. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle un peu entre le numérique responsable et la souveraineté, notamment sur ce point-là, c'est que quand on fait des enquêtes un peu de sondage d'opinion auprès des DG ou des DSI dans notre entourage, on se rend compte que systématiquement, c'est un enjeu qui est extrêmement fort. Que ce soit le numérique responsable ou la souveraineté, on voit que ça fait partie des préoccupations. Et donc, on voit bien qu'on a un sujet qui est vraiment au top de la pile pour ces acteurs-là. La difficulté, c'est que c'est pas encore un vecteur d'action, et donc c'est pas encore un vecteur de décision, et donc on est encore dans ce moment où c'est important, mais ça passe un peu derrière quand on doit prendre la décision finale. Et donc, moi, je suis convaincu qu'on est dans une étape qui va changer, qu'on est à un moment de changement fort. Et c'est pour ça que chez Sigma, en tout cas, on milite au quotidien pour que ça devienne, en tout cas, à la fois un sujet d'importance et aussi un sujet de décision important pour les clients.
Très bien, Cyril, merci en tout cas de ces engagements hein, et de ces convictions que vous avez partagées avec nos lecteurs et spectateurs. Et puis j'espère à très bientôt sur le plateau d'Info News. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.